Faut pas que je fasse de la merde avec le mic. Bonjour tout le monde, je vous retrouve en cette super matinée. Un bon dimanche sans rien à faire, sans sport, sans rien à part un petit peu de ménage. Donc je suis pas sûr que ce soit le genre de journée que je kiffe au final, parce que je pense que je vais m'inventer une balade en vélo, un truc, un endroit à aller visiter. On verra un petit peu et on s'en fout aussi. On s'en fout, je verrai ça. Là, j'étais en train de prendre mon petit déj tranquillement, je regardais une vidéo toute simple. Je regardais aussi les résultats de l'UFC d'hier. Donc hyper content, j'ai vu que tous les Français avaient gagné, donc ça l'a fait direct. Et donc je regardais mes vidéos tranquille en train de prendre le petit déj et je me suis dit bon, c'est peut-être le moment de refaire une petite vidéo là, ça faisait quoi, une semaine, 10 jours, donc c'est reparti, on est reparti. Je me pose, là je suis sur mon balcon dans mon petit village, petite ville, petit village. Et donc voilà, donc je vais boire le café en même temps parce que c'est toujours plus stylé d'avoir un truc dans les mains quand on parle comme un golemon sur son balcon. Alors aujourd'hui, moi je vais parler surtout de la quête du bonheur. Alors cette fameuse quête qu'on... Alors soit qu'on nous répète, soit qu'on se répète nous-mêmes, hein. Voilà, moi je vais pas dire on m'a toujours dit le but c'est d'être heureux, je me suis toujours dit ça aussi. Et effectivement, quand t'es enfant et tu découvres les premières sensations de bonheur, que ce soit les premières amours, ou alors les petits moments quand tu vas dans des parcs d'attractions, ou alors quand tu sais que, euh, tu sais que les grandes vacances approchent. Enfin, on se souvient tous de ces sensations à quelques semaines, quelques jours du début des grandes vacances, où tu sais que pendant 2 mois, tu es tranquille, il n'y a plus rien à faire, plus d'école, et qu'en plus, à l'école, on fait plus rien par regarder des films. Tous ces moments vraiment joyeux, vraiment très très prenants quand on est jeune, en fait, font que quand on grandit, on a envie de vivre comme ça, en fait. Une fois qu'on connaît cette sensation, on a toujours envie de la connaître, on a toujours envie d'être habité par elle. Sauf que bah, c'est bien beau tout ça. Mais on vit quand même dans un monde qui est assez dur aussi par définition. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit par la destruction, par la mort, par tout ce qui nous entoure, hein, tout simplement. Le simple fait de manger, voilà, ça représente en soi le début de quelque chose de bon pour une partie, mais la fin pour une autre. Donc, est-ce que là, on pourrait parler d'injustice? Je suis pas sûr. Ça voudrait dire que la nature dispose d'une justice. Bon, je suis pas sûr qu'avant que la nature ait mis les huîtres collées sur des cailloux, elle se soit dit putain, elle mérite vraiment pas de vivre bien, donc on va faire en sorte qu'elle puisse rien faire et qu'elle se fasse bouffer par tout le monde dès qu'on casse la coquille, quoi. Bon, la vie est comme ça en tout cas. Et donc grandir avec comme idée en tête de toujours connaître cette sensation, la même qu'on a quand on est jeune, bah, c'est un peu une utopie. Et puis là, tu prends du recul, tu dis, bon, ok, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? En fait, c'est tous ces bons moments-là. En fait, il n'y a pas un truc en particulier, c'est juste des très bons moments et c'est des moments en fait où tu échappes à quelque chose. Tous les moments où tu es vraiment heureux, c'est que tu échappes à un travail, à un labeur, à quelque chose de dur qui nécessite de la concentration. Quand tu échappes à ça et que tu sais que tu vas pouvoir libérer ton esprit, et ben en fait c'est ça qui te rend heureux, c'est cet esprit. Alors bon, là je vais reparler de la dopamine, je pense que le sujet a assez été traité sur YouTube, mais tu libères cette hormone là. Et ce qui est d'étonnant, c'est que au final, peu importe la situation, ton cerveau il s'habituera toujours. Et la situation qui te rend extrêmement heureux au moment où tu t'évades de l'endroit difficile, bah en fait, celle-ci, à long terme, te rendra aussi également toujours dans une position difficile au final. Parce que ah, dans tous les cas, il va falloir travailler dans sa vie, il va falloir ramener de l'argent. Donc, tu peux pas vivre comme un héritier ou comme un prince, mais même là, au final, ça se vaut pas parce que les princes, justement, les héritiers, les gens qui ont beaucoup d'argent dès la naissance de par leurs parents qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent,
Quand je dis beaucoup d'argent, c'est pas ceux qui sont juste bien et qui doivent aller faire des études, etc., qui ont la chance d'avoir un bon cadre. Non, je parle vraiment de ceux qui ont même pas besoin de travailler, quoi. Qui peuvent vivre comme ça sans même avoir à se poser la question s'ils vont dilapider la richesse ou pas de leur famille. Et même ces gens-là, en fait, et surtout ces gens-là, en fait, n'arrivent pas à s'en sortir au final. Et tu te rends compte que dans la vie, que tu sois riche, classe moyenne, moyenne, basse, élevée ou très riche, ou héritier, ou prince, ou émirat, ou tout ce que tu veux, pour moi, la seule chose qui compte dans la vie, c'est juste de naître à un certain stade et de mourir à un stade un petit peu au-dessus. Peu importe combien, je sais pas comment quantifier ça, combien d'échelles au-dessus par rapport à quand t'es né. Tout ce que je sais, c'est que on est né pour progresser. T'as pas envie d'être au même stade quand t'es né que quand tu vas mourir. Et peu importe dans quelle famille tu nais, le cerveau a besoin de faire mieux et a besoin de toujours s'adapter. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui disparaîtra d'ici 100 000 ans, une fois qu'on aura modifié notre, euh, notre instinct interne? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, ce qui est sûr, c'est qu'on a hérité de ça, de l'époque où c'était compliqué, il fallait s'en sortir, où du coup, le cerveau, il devait constamment faire attention à ce qui pouvait arriver, et du coup, les ancêtres devaient absolument se protéger et faire preuve d'innovation pour tout simplement ne pas mourir. Et ben, on a hérité de cette détermination-là, dans le sens où quand on a une certaine situation familiale offerte par les parents, et la quête du bonheur va toujours consister à aller juste au-dessus de celle-ci. Alors que ce soit des millions au-dessus, un au-dessus ou quoi que ce soit, tout ce qui compte, c'est juste d'aller au-dessus. Et peu importe où se situe ta jauge dans la jauge de la vie et de la chance, tu dois toujours aller au-dessus et c'est ça qui va te rendre heureux. Et c'est pour ça qu'aussi, à mon sens, c'est une utopie de dire qu'en gros, quand tu nais, par exemple, dans une famille riche, où globalement ça gagne 15 000 € par mois, t'as pas à être malheureux et à t'en vouloir de gagner que 8 000 toi quand tu seras grand. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 500 à l'autre bout de la planète, sauf que ça marche pas. Et, euh, et à mon avis, tu peux pas régler ce problème-là aussi simplement. Pour moi, il n'y a que l'entourage proche là-dessus qui fonctionne. Donc, tu nais dans une famille où ton père et ta maman ils gagnent 15 000 à deux, tu sais que tu auras envie de faire mieux, mais mieux, ce sera pas forcément au final au niveau du salaire. Tu peux gagner un petit peu moins, mais par contre, être mieux intellectuellement, être un peu plus éduqué philosophiquement, avoir un peu plus voyagé, parce que tu peux gagner beaucoup, mais avoir tellement travaillé que tu n'as pas pu progresser sur toi-même, avancer sur tes propres projets. Donc là, depuis tout à l'heure, je prends l'exemple du salaire et de l'argent, mais c'est le cas pour tout au final. C'est juste aller au-dessus, faire un peu mieux. Et est-ce que factuellement ce sera un peu mieux, ou alors c'est juste toi qui crois que ce sera mieux? Ça, je sais pas, c'est à chacun de juger. Mais force est de constater, c'est que l'humain est fait pour aller sur la courbe ascendante à chaque fois. On ne peut pas demander à un être humain qui vient de naître de rester monotone, morose comme ça, et d'attendre que la mort arrive. Justement, le simple fait qu'on sache qu'on va mourir, encore plus depuis que, par exemple, les Occidentaux sont de plus en plus athées, savent qu'il n'y a rien après. Alors je dis pas qu'ils ont raison, je dis juste que pour la plupart des Occidentaux, il n'y a rien après. Donc tout est là. C'est pas comme les croyants où on se dit, bon voilà, il y a une vie après la mort, donc aujourd'hui on reste chill pendant cette vie, puis après on sera récompensé. Nous, la plupart des Occidentaux, on fonctionne comme ça, on se dit, il n'y aura rien après. Donc c'est ici que tout se passe, c'est là qu'il faut faire les choses qui nous plaisent le plus, et le mieux avancer. Et donc, forcément, il y a une ascension, c'est une courbe qui monte, c'est comme ça, on peut, puis même de toute façon, même quelqu'un, bon, à part peut-être quelques moines bouddhistes ou alors quelques grands religieux, peut-être qui diront que voilà, eux, l'objectif c'est rester le maximum à plat et justement de bien répondre aux règles de leur religion. Alors, est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils se mentent à eux-mêmes? Je sais pas. Force est de constater, c'est que j'ai essayé pendant un moment la fameuse quête de la sagesse où tu restes toujours en ligne droite comme ça, t'es passif, t'attends et t'es peut-être bien vu par les hommes, mais au final, tôt ou tard, tu vas mourir. Et, enfin voilà quoi. Super. Enfin, c'est pas une vie épatante à mon sens. Et donc, pour moi, il faut toujours augmenter son statut. Mais j'ai pris l'exemple de la finance, mais ça peut être
Ça peut être absolument tout. Et donc toutes les courbes sont ascendantes. Peu importe où on est, elles sont ascendantes. Et peu importe où on va finir, que ce soit 150 fois plus, ou 2 fois plus, ou 1,2 fois plus, il faut que au moins sur une majorité des parties sur lesquelles on veut s'améliorer, on ait pu s'améliorer à la fin de notre vie. Mais il ne faut pas confondre le fait de s'améliorer individuellement au détriment des autres. Et là, ça rejoint l'autre vidéo que j'ai fait sur le néo-entrepreneuriat, si jamais vous voulez. Et donc voilà pourquoi, à mon sens, la quête du bonheur, pour moi, c'est une quête qui est fictive. C'est qu'en fait, en fait, on est déjà heureux. En fait, la quête du bonheur, on l'a déjà touché, on l'a vu. Donc, quand on dit la quête du bonheur, ça veut dire que ce même bonheur qui nous touche dans les bons moments de la vie, au final, on veut qu'il nous touche tout le temps et que ce soit toujours comme ça. Donc, en gros, on veut que notre cœur, notre cerveau soit toujours à ce niveau-là de plaisir. Mais c'est un sentiment, le bonheur. C'est comme l'amour, c'est comme le sexe, c'est comme ces moments où tu peux, par exemple, avoir un moment de jouissance. C'est comme dire, voilà, j'ai envie d'être toujours comme ça. En fait, c'est complètement lunaire. Mais là, c'est pareil. On ne peut pas être toujours heureux. Et les gens qui disent le but, c'est d'être heureux, c'est-à-dire heureux comme quand tu arrives à Disneyland à 12 ans, mais c'est une utopie. Et si tu penses vraiment que c'est ça qui va te rendre heureux et c'est comme ça que tu as envie d'être à long terme, c'est impossible que ta vie se passe bien et que tu puisses vivre en harmonie justement avec ce monde. Parce qu'il y a des moments où tu n'es ni heureux ni malheureux, il y a des moments où tu es malheureux, et c'est justement parce que tu as connu ces moments bien bas que tu profites de ces moments hauts. Et c'est là le plus important. Sauf que on fait tous cette erreur, c'est de trop profiter au moment haut, de trop s'envoyer, de tellement se libérer que du coup, forcément, la vie est bien faite, on finit toujours par redescendre. Mais on finit toujours par remonter. Encore une fois, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je suis pas du style à dire on finit toujours par redescendre. On finit toujours par remonter et redescendre, c'est les deux. Et donc à un moment donné, et ça c'est l'erreur qu'on fait quand on est enfant, c'est qu'on subit tellement de plaisir quand on est en haut, quand on est à ce moment, cette activité qu'on attend depuis très longtemps, que la chute est extrêmement violente et fait vraiment mal. Et au final, on se rend compte que la reprise est plus dure qu'avant. Et donc à chaque boucle qui sont un peu plus basses les unes des autres, à chaque boucle qui descend de malheur, à chaque fois on est un peu plus malheureux. Et à chaque fois on appréhende un peu plus et à chaque fois on attend un peu plus le haut. Mais la différence c'est que plus ces boucles-là avancent et plus on profite moins de notre bonheur et plus on subit notre malheur. Et je vais prendre un simple exemple de travail. Ceux, ceux qui ont déjà travaillé, ceux qui travaillent, mais ceux qui travaillent vraiment, qui ont déjà travaillé par exemple plus de 40 heures par semaine, savent que par exemple sur 2 ans, alors moi j'ai jamais travaillé 40 heures par semaine sur 2 ans, c'était 35 heures, mais par contre c'était à certains moments de l'année où c'était en 45 heures, c'était 2 mois à peu près de consécutifs, mais 2 mois c'est court. Par exemple, tout le monde sait que quand ça fait longtemps que tu n'as pas pris de vacances et que tu travailles et que tu enchaînes les heures, en fait on s'habitue. Et c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas difficile et quand ça fait longtemps qu'on travaille, on est bien. Et tout le monde connaît cette sensation, on part en vacances 3 semaines, on revient et c'est vraiment un coup derrière la tête qu'on prend et on a du mal à se remettre dedans. Et moi, il y a eu des moments où je me suis dit, putain, mais je pense que j'aurais préféré ne pas partir en vacances et me faire payer mes vacances et continuer de travailler. Parce que avant ça, je travaillais plus et je souffrais moins. Et là, au retour de vacances, je subis ma vie, quoi. Je subis ma vie. Parce qu'il y a encore cette histoire de boucle où on a connu le bas. Ensuite, on est resté médian pendant très longtemps. Donc, on s'est habitué à ça. On a connu la période de hausse pendant ces 3 semaines et on repasse pas par le milieu, on va directement en bas. Et là, c'est compliqué. Et du coup, on repart sur en général 2 semaines de réadaptation, voire 3, voire un mois. Donc, pour moi, cette courbe qui est haussière et baissière à intervalles réguliers, fait que, enfin régulier ou irrégulier, hein, il y a des moments où on a un peu plus de temps, mais globalement, là j'ai utilisé les vacances parce que ça arrive assez rarement, mais le simple fait d'avoir un week-end, on sait qu'on va avoir un dîner familial, on a un barbecue, ça ce sont ces petits moments-là. Et c'est à ce moment-là que pour moi le stoïcisme a un énorme intérêt.
C'est pour moi à ce moment-là que le stoïcisme intervient. C'est justement d'arriver un petit peu à brider tout ça. On commence à moins profiter de ces moments de bonheur. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'arrive tout de suite. Hein. Je sais ce que vous allez dire, ouais, à quoi bon vivre cette vie si on ne profite pas de ces moments de bonheur? Et je suis d'accord, j'arrive tout de suite. Sauf qu'au début, on ne sait pas comment utiliser. Mais le stoïcisme répond à cette problématique de on est bien au milieu. Quand on est trop en haut, on n'aime pas du tout parce qu'on sait que on va souffrir. Et quand on est en bas, on aime bien parce que justement on se dit qu'on ne peut pas être plus en bas. Et le stoïcisme permet de mieux appréhender et de mieux vouloir être en bas. Comme ça, on sait que ça ne peut pas être pire. Et quand on est en haut, le problème, c'est qu'on commence un peu trop à se dire bon, il y aura vite le malheur qui arrivera. Mais ça, c'est les premiers outils. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça a été fait. Je me disais, putain, j'en ai marre de souffrir en haut quand je redescends. Donc maintenant, je veux plus de moments de bonheur parce que c'est à cause de ces moments de bonheur que je souffre quand il y a la reprise ou quand je suis en bas. Et donc, le stoïcisme fait que tu brides un peu cette partie en haut et tu souffres moins en bas. Le problème, c'est que certes, tu souffres moins en bas, mais par contre, tu profites plus de tes moments de bonheur. Et donc, il faut un moment donné, et ça correspond, je pense, à l'adolescence, la vingtaine, c'est cette époque où voilà, c'est un peu en mode dark, en mode winter arc, où non, je profite pas, je travaille, j'aime bien la difficulté. Sauf qu'à un moment donné, on n'a qu'une vie. Encore une fois, ça dépend de si on croit en Dieu ou pas, mais en tout cas, c'est peut-être le néant après cette vie-là. Donc, il faut aussi profiter de ce moment de bonheur. Enfin, c'est des sentiments qui nous habitent. Donc, autant en profiter, c'est les sentiments de bonheur. Donc, limite, si on devait se passer de certains sentiments, ce serait plutôt ceux qui se situent dans la boucle basse. Mais comment on fait? Vu que, comme on subissait notre bonheur et notre malheur, les deux on ne le contrôlait pas quand on était petit, on a décidé de supprimer le bonheur et de contrôler le malheur. Sauf que l'objectif, justement, c'est de remplacer ça. C'est on reprofite du bonheur. Et par contre, on garde l'habitude qu'on avait gardée de kiffer le malheur. Quand je dis malheur, c'est en gros les moments un peu plus durs. Hein. Je dis malheur, c'est bien entendu, bonheur et malheur, faut faire attention. Hein. Il y a plusieurs niveaux de bonheur et de malheur. Mais quand je dis ça, c'est juste les périodes où on est heureux, un peu plus malheureux, avec au milieu la tangente classique par laquelle on passe. Ou parfois, on passe directement du haut en bas, du bas en haut, etc. Et donc pour moi, ça c'est le plus important. C'est après ce côté un peu, voilà, petite révolution intérieure, stoïcien, on subit plus notre vie, on n'est plus heureux, on n'est plus malheureux, on est juste normal. Bah tu dis j'ai quand même envie de kiffer cette life. Donc tu te remets à kiffer le bonheur et à vivre pleinement ces moments de bonheur. Mais grâce aux outils du stoïcisme d'avant, tu arrives à ne plus subir et à accepter le fait que il y ait des moments qui soient plus bas. Tu profites pleinement de la situation de bonheur, mais quand le moment bas va arriver, tu sais qu'il va arriver. Et c'est comme le bonheur. Ce sont deux choses qui doivent arriver, qui vont arriver. Et tu n'as absolument pas le choix. Pas le choix. Et donc, il faut juste l'accepter, prendre en compte ça. Le fait de se dire, bon bah, c'est quelque chose qui devait arriver. C'est comme ça, je peux pas être heureux toute ma vie. En fait, la quête du bonheur, c'est quoi? Le Saint Graal, c'est à un moment donné, il y a un plancher, à je sais pas quel âge, ça y est, c'est que du bonheur, c'est que ça, il n'y a que ça qui existe. Bon voilà, c'est un petit peu moyen. Donc certains me reprendront en disant non, là t'abuses un petit peu, quand on parle de quai du bonheur, faut être un petit peu raisonnable, c'est juste globalement être un peu plus heureux. Ouais, mais au final, là c'est une question ultra individuelle qui dépend de chacun. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi, à mon sens, la quête du bonheur, c'est une quête qui est tout simplement une quête qui nous maintient à un niveau de malheur certain. Donc c'est justement parce qu'on connaît les points hauts que les points bas nous font souffrir. Mais on peut réfléchir autrement et se dire c'est justement parce qu'on connaît les points bas que les points hauts nous rendre heureux. Et donc c'est juste une question de perception là-dessus. Et je finirai cette vidéo avec le simple fait de dire, et je me souviens plus, je crois que c'est Dostoïevski. Et je suis désolé si c'est pas Dostoïevski qui a dit ça. Mais en tout cas, le plus grand malheur des hommes réside dans le fait de ne pas savoir qu'ils sont déjà heureux. Bon allez, bonne journée à vous.